Bonjour, chers téléspectateurs de R7 et bienvenue à notre chronique de ce jour. Je suis Didier Mouni Ivolo, celui qui vous présente la chronique de R7. Je reviens aujourd'hui sur le sujet toujours brûlant au Congo, qui est celui de la chasse déclarée par la Direction générale de la sécurité présidentielle au bébé noir, au Kuluna, une chasse qui prend plusieurs tournures, comme nous allons échanger dans cette chronique. Le deuxième sujet de cette chronique portera sur la loi de finances en préparation actuellement au ministère de l'économie et des finances par Christian Yoka, une loi de finances qui va être une foudre, mais vraiment une foudre qui va tomber sur les salariés congolais. Alors quand je dis salariés, je vois à la fois les fonctionnaires, mais tous ceux qui travaillent au Congo. Donc on va essayer d'apporter des éléments de pédagogie pour que les Congolais comprennent ce qui arrive et que les Congolais doivent réagir sans quoi. Vous verrez vous-même en 2026, quand ils vont appliquer la loi de finances, des changements dans la vie des Congolais en termes de finances, en termes d'économie. Je ne saurais débuter cette chronique sans avoir une pensée profonde par rapport à un grand musicien, à quelqu'un que nous avons tous aimé et que nous aimons toujours, c'est Pierre Moutouari, qui vient de nous quitter il y a quelques jours. Cette nouvelle nous est tombée avec beaucoup de tristesse parce que c'est quelqu'un qui a égayé nos vies, nos familles. Je me souviens encore à l'école primaire et au collège, surtout, et même au lycée, les week-ends en famille, en train de faire le ménage, la coiffure, les mères qui tressent les filles, tout en écoutant Pierre Moutouari, Misenge, qui n'a pas dansé, oh Misenge, Salakeba, Misenge, qui n'a pas dansé ça. Mais on était aussi content de découvrir que Pierre Moutouari avait su porter la passion de sa fille, Michael, si je ne me trompe pas. Oh, Michael Tondimi, Toli Opesina Pisoba Boti. Et d'apprendre sa disparition, ça a été vraiment pour moi, comme pour beaucoup de Congolais et d'Africains, j'ai pu voir sur Internet, une grande tristesse. Baboti bayo balingaka te kambala yo po bamonaka mosolo ezali te mama yango wana balingaka te nambala yo mama. Eske boko boyeba Julien nzela mokolo na kosala pesa pona nini Julienne mama, pona nini Julienne mama, pona nini obuya kinga yo, pona nini obuya kinga yo, pona mbongo oboyi mobali, pona mbongo okimi mobali, pona mbongo oboyi mobali, bongo ebongisa makamwe, bongo ekabola bato, bongo bona mbongo nakomi zai, bona mbongo nakokoma kari, bona mbongo oh bongo Julienne mwana mama oh Julienne ngana weo nela mokolo nakosala Julienne mwana mama oh solo sebisengo Julienne ngana weo
condoléances les plus sincères à sa famille biologique, à ses enfants qu'il a tant aimés, aux Congolais, au monde de la musique, parce que pour nous, c'est une grande perte, mais il restera éternellement dans nos vies et dans nos cœurs. Et chaque fois qu'on écoutera encore sa musique, on pensera sincèrement à lui. Que le Seigneur l'accueille dans son royaume et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Je disais en introduction à cette chronique que je voudrais revenir sur cette chasse aux bébés noirs, au Kuluna, décrétée par la sécurité présidentielle, une chasse à l'homme qui devient plutôt une vengeance, parce que il y a beaucoup de débats au Congo. Il y a ceux qui sont pour cette opération et ceux qui sont contre. On voit bien la faiblesse des arguments de ceux qui sont pour l'opération. Leur argument principal, c'est de dire les bébés noirs empêchent les gens de vivre en paix. Les bébés noirs tuent, agressent dès que les gens se promènent dans les rues. Et surtout, la direction de la sécurité présidentielle a eu raison de prendre les choses en main. Maintenant, dans les rues de Brazzaville, il y a plus de sûreté, il y a la paix sociale. Mais en réalité, on voit fleurir aujourd'hui sur les réseaux sociaux plusieurs vidéos des bébés noirs qui se cachent, des gens qui se disent que nous sommes des bébés noirs et nous pouvons même attaquer la maison du général Oboa, ce qui est inacceptable. Donc c'est un défi qui est lancé aux autorités et à la sécurité présidentielle, ce qui suppose que la solution trouvée par la direction de la sécurité présidentielle, c'est plus une vengeance. Et vous savez, dans le traitement des situations sociales, lorsqu'on est dans la vengeance, à un moment donné, on va se fatiguer. C'est-à-dire, celui qui mène la vengeance, comme ce n'est pas sa mission principale, il finira par s'épuiser et les délinquants vont continuer leur vie. Or, le propre même d'un pays, c'est toujours de mettre en avant la justice, c'est-à-dire mettre en avant un traitement juridique, un traitement administratif de la situation. Mais si on est dans la vengeance, ça ne marchera pas. Et de l'autre, vous avez ceux qui prônent un traitement judiciaire et administratif de la situation des bébés noirs et qui sont parfois taxés de soutenir les Kuluna. Or, demander à ce que les choses soient traitées avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de justice sociale, ce n'est pas soutenir les bébés noirs. Et d'ailleurs, l'argument que nous sommes nombreux à tenir, qui d'un côté condamne la violence de la direction de la sécurité présidentielle, puisqu'on a vu à Brazzaville combien de maisons de bébés noirs, semble-t-il pas des bébés noirs, des familles de bébés noirs détruites. Je vous laisse regarder. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici, ma charrue? On a cassé tous les parcelles. À cause des Kuluna, on a cassé les maisons. Regardez comment ça se passe ici à Mungali, sur l'avenue Mayamaya, 2 parcelles. On a cassé. On a cassé 2 parcelles. Ah, monsieur. DGSP encore frappé. DGSP a frappé. Nous voyons bien par le nombre de maisons détruites, c'est que ce sont des dizaines, peut-être des centaines de familles qui vont être jetées à la rue. Cela ne fera que amplifier le problème. Non seulement on a tué le bébé noir de façon sauvage, mais en plus on a détruit la maison des parents. Donc les parents, les frères et sœurs, et souvent au Congo, une famille, père et mère, ont parfois des cousins, des cousines, des neveux
Donc, tous ces gens se retrouvent à la rue et l'État, peut-être même pas l'État, et Oboa pense que c'est comme ça qu'il peut apporter une réponse fiable. Mais non, la vengeance de la sécurité présidentielle ne fait que cristalliser les tensions dans le pays et donc, un jour, ça va appeler à une autre vengeance. Or, là, la vengeance, ce n'est pas le traitement étatique d'un fait social. Pour vous montrer que même au sein du PCT, cette façon de traiter le sujet ne fait pas l'unanimité, je vous laisse suivre le président du Sénat, Pierre Ngolo. Qu'est-ce qu'il dit de cette situation? La quiétude des citoyens est de plus en plus menacée par des gangs communément appelés bébés noirs ou Kuluna. Tenant compte de la traque lancée contre ces derniers, Pierre Ngolo a salué cette initiative. Ce phénomène aussi choquant qu'intolérable ne pouvait être ni banalisé, ni relativisé. Car il n'est pas seulement un problème de sécurité, il est révélateur d'un effondrement plus profond, celui du lien social, de l'autorité éducative et des structures de prévention. Il appelle donc une réponse globale, ferme mais juste, immédiate mais durable. Protéger les citoyens est le premier devoir de l'État, sur lequel nous n'avons cessé d'interpeller le gouvernement en même temps qu'avec rigueur, nous soulevions les questions d'électricité, d'eau, du coût de la vie, du transport, du paiement de pensions et autres, en saluant l'effort aujourd'hui entrepris qui vise à rétablir l'ordre, la quiétude des populations très intéressées. Le Sénat demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin de pérenniser le travail de sécurisation des uns des autres en faisant observer par tous les lois et règlements de la République. Alors, je dois vous dire que j'étais moi-même surpris de la réaction de Pierre Ngolo. Alors, vous savez, moi, je ne suis pas militant du PCT, je ne suis pas fan du PCT. Au contraire, je veux que le pouvoir PCT tombe parce que c'est un pouvoir tyrannique, c'est des gangsters. Mais, de temps en temps, ayant l'honnêteté intellectuelle, lorsqu'il y a une réflexion comme ça qui arrive, et Pierre Ngolo avait déjà eu une très bonne réflexion au sujet de la cession des terres aux Rwandais, malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Et le gouvernement, avec le Premier ministre, continue sa sale besogne à vouloir détruire le Congo. Et là encore, vous écoutez, vous venez d'entendre la réaction de Pierre Ngolo, président du Sénat. Son analyse est très claire, que la violence et la brutalité ne peuvent pas être les seules solutions à apporter à cette situation. Et d'ailleurs, c'est la mauvaise solution. Et Pierre Ngolo rappelle que le sujet du chômage des jeunes, de la misère des Congolais et surtout le manque d'eau et d'électricité, il insiste avec insistance là-dessus, le manque d'eau et d'électricité, le Sénat a condamné cela plusieurs fois et a demandé au gouvernement de prendre ses responsabilités. Alors, je demande au président Ngolo et aux sénateurs du PCT de sanctionner le gouvernement, puisque ça fait plusieurs années que vous demandez au gouvernement, notamment celui de Koliné Makosso, de régler les problèmes des Congolais, c'est-à-dire l'eau et l'électricité. Alors, vous avez vu, ils nous ont fait venir une antenne de la Sénélec, ça a tourné au fiasco, ils nous font des promesses, c'est faux. Le directeur de E2C nous a dit qu'il n'y a plus de délestage. Ce qu'on a au Congo, ce ne sont pas des délestages. Mais c'est comme si il disait ce que vous avez dans les hôpitaux, ce ne sont plus des morts. Dès lors que quelqu'un meurt par incendie, par accident, par maladie ou par noyade ou par pendaison, ça reste une personne qui a perdu la vie. On ne peut pas dire qu'il n'est pas mort, il s'est noyé. Il n'est pas mort, il a été brûlé par l'incendie. Donc, dire que ce que nous avons, ce ne sont pas des délestages, ce sont, je ne sais plus quel terme,
il avait utilisé. Mais le Congolais, ce qui l'intéresse, c'est qu'il n'a pas d'électricité. Quand le Congolais n'a pas d'électricité, que cela vienne du délestage ou je ne sais pas de quelle panne qui fait que pendant des jours et des semaines, dans tel quartier de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Ouesso ou encore de l'Iranga, il n'y a pas d'électricité, c'est quoi la différence? Est-ce que la nourriture des Congolais dans les frigos et dans les congélateurs cesse de pourrir parce que ce n'est pas un délestage et ça va pourrir quand ça sera seulement un délestage? Le manque d'électricité reste le manque d'électricité. Il parle des surcharges parce qu'il y a trop de soleil, beaucoup de gens sont connectés, donc le système lâche. Et il pointe la vétusté du matériel. Mais ça, les Congolais s'en moquent. Ce n'est pas le travail de la population congolaise. La population congolaise, son souci, c'est qu'il y a une société qui est financée par l'argent de l'État, l'argent public, l'argent du peuple, et cette société est incapable de garantir la fourniture d'électricité sur la durée. Donc, qu'il y ait des délestages ou qu'il y ait de la vétusté du matériel qui fait qu'on ne peut pas avoir de l'électricité tout le temps, ce n'est pas le problème des Congolais. Donc, tout ça, le président du Sénat rappelle que son institution a condamné cela plusieurs fois et a demandé au gouvernement de prendre ses responsabilités. Le président du Sénat pointe aussi le fait que de cette brutalité exagérée de la part de la sécurité présidentielle, ce n'est pas la solution pour régler le problème des Congolais. Conclusion de course, le gouvernement ne réagit pas à cette mise en garde du président du Sénat, ne rappelle pas à l'ordre la direction de la sécurité présidentielle pour dire maintenant, stop, c'est fini, vous arrêtez. Le gouvernement ne demande pas au ministère concerné par la problématique de la jeunesse de se mettre au travail. Le gouvernement ne met pas en place des enquêtes administratives pour voir pourquoi, malgré des milliards débloqués, la question de la jeunesse n'est pas toujours prise en compte. Nzambe, Tchadi. Abano, vraiment, toka wa bango. Baso buna bango na bango. Nzambe. École baby. Bon na bango. Baso buna bango na bango. Oh, donc petit en tant que bébé noir. Mais attends, mais il y a une forme qui est content quoi. Tchadi. Regardez-moi ça. Faut bien prendre ça. Regardez-moi ça. Oui, oui. Ah, celui qui est là-bas. C'est pas possible. Ah, je me rappelle pas, tu m'en elle vient pas. J'ai déjà rappelé que si on veut traiter ce problème de la délinquance des mineurs, de la délinquance juvénile, il faut donc prendre le problème sur le plan interministériel. Vous avez le ministère de l'Éducation nationale, il faut qu'on voit comment ça se passe au ministère de l'Éducation nationale, pourquoi il y a des jeunes qui sortent du système éducatif et qui deviennent des koulouna. Et comment faire pour maintenir ces jeunes dans le système éducatif? Il y a le ministère de la formation professionnelle. À quel âge peut commencer la formation professionnelle? Comment orienter vers la formation professionnelle? Ça peut être par le choix individuel de chaque élève qui veut embrasser la carrière professionnelle. Nous avons les CT, c'est-à-dire les collèges techniques,
comment réformer les collèges techniques, comment réformer les lycées techniques. Et puis, à partir du collège technique, comment trouver un intermédiaire entre le lycée technique, donc le bac technique, et une formation professionnelle qualifiante de type certificat d'aptitude professionnelle, c'est-à-dire ces jeunes qui n'arrivent pas à avoir leur BMT pour avoir accès au lycée, qu'on puisse les orienter vers des formations professionnelles qualifiantes pour qu'ils deviennent des maçons qualifiés avec des certificats d'aptitude, des mécaniciens qualifiés avec des certificats d'aptitude. Et avec ce certificat, pour les plus compétents, eh bien, faire des tests, des évaluations, s'ils peuvent aller vers les bacs professionnels. Donc, ça, c'est une réflexion à avoir au niveau du ministère de la formation professionnelle ou de l'enseignement professionnel. Vous avez le ministère du Travail, avec des lois qui favorisent auprès des entreprises de l'emploi des jeunes, avec des avantages ou encore de l'exonération fiscale. Et vous avez le ministère de la Jeunesse et du Sport. Comment réformer le sport chez nous? Vous savez, je suis peut-être le seul qui pointe ce sujet, dans le sens où j'ai toujours condamné le fait que Sassou Nguesso, président de la République du Congo, utilise l'argent du Congo, notre argent à nous, pour aller visiter Santiago Bernabéu, le stade du Real de Madrid, rencontrer l'entraîneur du Real de Madrid, Zidane, rencontrer les joueurs du Real de Madrid. Il connaît les noms de Modric, Varane, Benzema, il connaît tous les noms. Quand il est incapable d'aller visiter le stade Massamba Déba, d'aller visiter les Diables Rouges, d'échanger en complicité avec l'entraîneur des Diables Rouges et les joueurs des Diables Rouges, dont il dirige le pays, dont il doit porter la flamme. Vous avez les enfants du président, Claudia Sassou Nguesso, pour ne citer que celle-là, qui utilisent notre argent, parce que quand elle se déplace en jet privé, c'est l'argent du Congo, pour aller jouer le jubilé d'Adebayor au Togo et faire des dons dans une école d'Adebayor à Lomé. Quand Claudia n'est pas capable d'aller regarder un match d'étoiles du Congo, de Diables Noirs, des clubs congolais, et même des Diables Rouges. Donnez-moi un seul match de Diables Rouges où on voit Claudia dans les tribunes. Voilà les gens qui utilisent notre argent, mais pour aller regarder le sport des autres pays, pas du pays dont ils sont les représentants, les représentantes. Donc, au ministère de la Jeunesse et du Sport, quelle est la politique pour que les jeunes footballeurs, athlètes, boxeurs, nageurs, tennisman, ces jeunes qui ont des capacités, des compétences sportives, soient coachés, challengés, soient accompagnés pour avoir des bonnes carrières. Aujourd'hui, au moment où la présidente du comité olympique international, Coventry, est une Africaine, qui est une championne de natation, si je ne me trompe pas, africaine, la première femme, mais aussi une Africaine qui arrive à la tête du CIO. Et voilà que les pays africains ne changent pas leur politique olympique ou leur politique sportive. C'est une opportunité pour, comment vous l'appelez, monsieur Hugo Golondele, le ministre le plus médiocre, mais qui joue le fanfaronnade dans les rues de Brazzaville et de Mbanzandunga, juste parce que il est marié à la fille du président. Voilà, sa seule compétence qu'il a toujours fait valoir partout. Oui, vous pouvez toujours parler, mais moi je dors dans le même lit que la fille du président. Mais vous voyez le niveau de raisonnement de certains de nos ministres. Dites-moi, quel est le nom d'un seul joueur congolais qui brille à l'étranger? Un seul Congolais. Le Gabon à côté a au moins Aubameyang. Nous, on a qui? Il n'y a personne. Le championnat national, ici, dans ce pays, doit être géré par la fédération. C'est la fédération qui gère le championnat national. Et le championnat national est le vivier de l'équipe nationale. C'est de là qu'on tire les joueurs locaux pour former l'équipe nationale. Mais si dans votre pays, le championnat national n'est pas bien géré, le championnat national ne marche pas, où trouverez-vous des joueurs? On ne peut pas à chaque fois ramener des joueurs de la diaspora. À l'époque,
il n'y avait que 4 joueurs de la diaspora qui venaient. Vous aviez Mbono, Balekita, François Pelé et Ndomba Jomètre. Voilà les 4 qui venaient. Aujourd'hui, on en a 30 qui viennent pour de mauvais résultats. Il n'y a pas de formation. Et sans formation, on n'atteindra rien du tout. Il faut mettre des moyens. S'il n'y a pas de moyens, on n'aura pas de résultats. On pourra changer autant de ministres, sans moyens, on n'arrivera à rien du tout. Faites l'expérience, monsieur le député. Prenez des graines d'arachide et allez mettre sous la terre, comme on dit que la terre ne mange jamais. Mettez des arachides et vous allez voir qu'à la récolte, il n'y aura que des arachides. Vous n'entendrez jamais de pommes. On récolte ce que l'on sème. Et ce monsieur n'a aucune réflexion, n'a aucune projection, n'a aucune vision de ce qui pourrait être la politique sportive dans notre pays, qui pourrait être des pistes de sortie de la délinquance, de sortie du chômage, de sortie de la misère pour les jeunes de notre pays. Et donc, il y a aussi le ministère de la Justice, c'est-à-dire ce monsieur ministre de la Justice qui passe son temps à crier partout, Sassou c'est notre père, Sassou c'est notre père. Avant d'arriver à Sassou, vous passerez sur nos corps. Monsieur le ministre, votre corps ne nous intéresse pas. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est votre politique dans la gestion de la délinquance des jeunes au Congo. Vous ferez mieux de prendre la parole pour nous parler de votre vision de la justice au Congo. Comment pratiquer la justice des mineurs quand les mineurs, ou encore les jeunes, quand ils se retrouvent auteurs des crimes dans notre société. Le reste, que Sassou passe qu'on passe sur votre corps pour atteindre Sassou, ça, c'est le cadet de nos soucis. Ce n'est pas ce à quoi on pense le matin en prenant notre café. Donc, voilà autant de ministères qui sont concernés par le traitement de cette situation et l'interpellation de M. Ngolo, président du Sénat, comment on appelle ça, renvoie à cette manière de traiter le sujet. Et donc, que les Congolais se rassurent, si des gens comme moi, ils sont nombreux au Congo, arrivent au pouvoir, c'est de cette façon que nous allons traiter la question de ces Kuluna, c'est-à-dire les interpeller, les juger, les sanctionner et les mettre dans des centres de formation. Ceux qui sont encore trop jeunes pour repartir dans un système éducatif classique, nous le ferons. Et ceux qui sont assez âgés, même s'ils sont jeunes, et qui peuvent aller dans des apprentissages, on le fera. Et ceux qui sont vraiment très, très, très dangereux et qui méritent d'être enfermés, eh bien, ils seront enfermés. Les écoles comme l'Uvaku, les lieux de détention et de réinsertion de jeunes comme l'Uvaku, c'est une réflexion à avoir. Est-ce que ce n'est pas nécessaire d'avoir un Uvaku par département? Alors, il y a des départements qui ne sont pas aussi criminogènes. Il n'y a pas de nécessité. On peut avoir une institution comme l'Uvaku, par exemple, à Ouesso, mais qui va donc prendre tous les enfants de la Likwala, de la Sanga et de la Cuvette. Ceux du Niari, de la Bouenza et de la Lekoumou, eh ben, on peut avoir l'Uvaku. Ceux du Kwilu, parce que Pointe-Noire, c'est quand même, il y a une forte démographie, eh bien, on peut installer un à Makola, avec une formation, je ne sais pas moi, physique, conduite par les militaires de Makola ou ainsi de suite. Mais ça, c'est des réflexions à avoir dans notre société. Mais un individu ne peut pas sortir comme ça, décider de descendre dans les rues de Brazzaville et arrêter les jeunes et puis les exécuter. Il faut un débat public autour de ces situations, autour de ces faits sociaux. Il faut que les ministres débattent avec les opposants, débattent avec la société civile, les pédagogues, les juristes, les sociologues, les anthropologues, les philosophes, mais aussi les simples familles. Qui est allé questionner les pères, les mères de ces bébés noirs pour savoir, dans la famille, comment on vit le fait qu'un membre de la famille est bébé noir, est Kuluna. Et ça, personne ne s'intéresse à ça. Mais une seule personne, soit-il général de la sécurité présidentielle, a décidé de régler de cette façon-là le problème. Donc, qu'est-ce que vous qui soutenez Oboa, et surtout que je lis de temps en temps que Oboa peut devenir président parce qu'il a trouvé la solution
par rapport au Kuluna. Donc, vous êtes capable d'aller voter à une élection présidentielle, quelqu'un qui vient qui vous dit, moi, la solution face à la délinquance, c'est d'envoyer des militaires tuer les gens et détruire les maisons de leurs parents. Et vous votez pour lui. Voilà le niveau de certains Congolais. La réflexion de certains Congolais, voilà le niveau. On est prêt à faire d'Oboa président de la République du Congo, tout simplement parce qu'il exécute les bébés noirs. La peine de mort ne constitue pas un remède, elle ne fait qu'ouvrir de nouvelles plaies. Dans les pays où elle est abolie, aucune institution ne peut la donner sur l'ensemble du territoire sous sa juridiction. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères suisse, Didier Burkhalter, a appelé tous les États à reconnaître les faits et à ne pas céder à l'illusion que la peine de mort offrirait une solution simple à des problèmes complexes comme la criminalité, l'extrémisme violent ou le terrorisme. Au contraire, la peine de mort fait de nouvelles victimes, qu'il s'agisse des personnes condamnées à tort, des enfants et autres proches des condamnés. Au lieu de favoriser le dialogue et la réconciliation, la peine capitale peut encourager et légitimer la perpétration de nouvelles violences. La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. L'État a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens. Mais, toute action publique, exercée par les membres d'une institution formelle de la République doit s'inscrire dans un cadre légal. Au-delà du droit à la paix et la tranquillité, nous condamnons la violation de la loi dans ces expéditions punitives. Il faut noter, en passant, que la République du Congo a aboli la peine de mort. De ce fait, ce pays est soumis aux traités internationaux qu'il a signés. La Constitution de la République du Congo. La Constitution de la République du Congo adoptée par référendum le 25 octobre 2015 et promulguée le 6 novembre 2015 abolit la peine de mort. Titre 1. Des droits, libertés et devoirs des citoyens. Sous-titre 1. Des droits et libertés. Article 8. La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a droit au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public, de la morale et des bonnes mœurs. La peine de mort est abolie. À propos des engagements internationaux en matière de peine de mort de la République du Congo. Traité. Premier engagement. La Convention relative aux droits de l'enfant. Deuxième engagement. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Troisième engagement. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Que contient la Convention relative aux droits de l'enfant? Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 44-25e du 20 novembre 1989. Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49. Article 37. Dans le cadre des droits de l'enfant, les États parties veillent à ce que nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans. Dans le cadre de l'abolition de la peine de mort, le Congo a signé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui contient les articles suivants. Article 6. 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. 2. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un État parti au présent pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. 5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes. Article 7. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Le Congo a aussi signé le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les États partis au dit protocole, considérant que, pour mieux assurer l'accomplissement des fins du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'application de ces dispositions, il conviendrait d'habiliter le Comité des droits de l'homme, constitué au terme de la 4e partie du pacte, à recevoir et à examiner, ainsi qu'il est prévu dans le présent protocole, des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation d'un des droits énoncés dans le pacte. Sont convenus de ce qui suit. Article 1er. Tout État parti au pacte qui devient partie au présent protocole, comme le Congo, reconnaît que le comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par cet État parti, de l'un quelconque des droits énoncés dans le pacte. Le comité ne reçoit aucune communication intéressant un État parti au pacte qui n'est pas parti au présent protocole. Article 2. Sous réserve des dispositions de l'article 1er, tout particulier qui prétend être victime d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans le pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une communication écrite au comité pour qu'il l'examine. En vertu de cet article, le général Serge Oboa peut être traduit devant la Cour internationale de justice par les familles des victimes. Nous encourageons toutes les familles, victimes des comportements criminels de la DGSP, à se constituer partie civile pour une plainte à l'ONU. Article 3. Le comité déclare irrecevable toute communication présentée en vertu du présent protocole qui est anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de présenter de telles communications ou être incompatible avec les dispositions du pacte. Article 4. 1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, le comité porte toute communication qui lui est présentée en vertu du présent protocole à l'attention de l'État parti au dit protocole qui a prétendument violé l'une quelconque des dispositions du pacte. 2. Dans les 6 mois qui suivent, le dit État soumet par écrit au comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. Article 5. 1. Le comité examine les communications reçues en vertu du présent protocole en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par le particulier et par l'État partie intéressé. 2. Le comité n'examinera aucune communication d'un particulier sans s'être assuré que a. La même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. B. Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables. 3. Le comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues dans le présent protocole. 4. Le comité fait part de ses constatations à l'État partie intéressé et aux particuliers. Article 8. 1. Le présent protocole est ouvert à la signature de tout État qui a signé le pacte. 2. Le présent protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié le pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 3. Le présent protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État qui a ratifié le pacte ou qui y a adhéré. 4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 5. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les États qui ont signé le présent protocole ou qui ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion. Article 9. 1. Sous réserve de l'entrée en vigueur du pacte, le présent protocole entrera en vigueur 3 mois après la date du dépôt, auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du 10e instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent protocole ou y adhéreront après le dépôt du 10e instrument de ratification ou d'adhésion, le dit protocole entrera en vigueur 3 mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 10. Les dispositions du présent protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune,
à toutes les unités constitutives des États fédératifs. 2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des 2/3 des États partis au présent protocole. 3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les États partis qui les ont acceptés, les autres États partis restant liés par les dispositions du présent protocole et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté. En conclusion, le Congo a pris des engagements auprès de la communauté internationale, l'ONU, qu'il bafoue dans le cadre des expéditions punitives sous la direction de M. Serge Oboa qui commet des crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles et donc passibles de la Cour internationale de justice. Ce n'est pas parce que Oboa a pris la parole pour expliquer aux Congolais comment cette opération a été pensée, pourquoi il fait ce choix-là. Est-ce qu'il pense que c'est le bon choix d'exécuter comme ça alors que le Congo a mis fin à la peine de mort? Le Congo fait partie des pays où la peine de mort n'existe plus dans la loi. Et comment peut-il décider tout seul à donner la mort dans un pays où il n'y a plus de peine de mort? Demandez au ministre de la Justice. Donc c'est très 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 important de toujours traiter les sujets avec calme. La justice, ce n'est pas la vengeance. Dans un pays, si vous confondez la justice et la vengeance, croyez-moi, ça risque d'être très 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 compliqué pour notre pays de s'en sortir. Et le plus grave, c'est que je regarde de plus en plus les morceaux de l'émission, de cette émission Tchéléka, si je ne me trompe pas, et vous avez des docteurs en sciences politiques, des docteurs, je ne sais plus dans quel domaine, et qui viennent et vous disent Serge Oboa a raison de mener cette opération. Ok, mais vous êtes docteur, vous n'êtes pas un homme lambda dans la rue. En prenant en compte votre science doctorale, donnez-moi le cadre juridique. Parce qu'un docteur qui enseigne à l'université ne peut pas venir affirmer des choses sans en avoir la preuve scientifique. Science exacte, science sociale. Sinon, c'est du bricolage et le bricolage intellectuel, ce n'est pas acceptable. Et même les journalistes qui les interrogent sur Tchéléka, ils ne vont pas en profondeur. Un docteur en sciences politiques, comme mon confrère Christian Ebara-Peya, moi aussi je suis diplômé de sciences politiques, qu'ils me disent quels sont ses maîtres, quels sont les auteurs qu'il a lus, qui valideraient ce genre de comportement dans une société civile. Ça n'existe pas, c'est faux, c'est des menteurs. Ou sinon, il faut que Tchéléka organise un débat sur Zoom et que nous puissions tous débattre. Je vous recommande la lecture de Outsider d'Howard Becker, qui vous parle de la fabrique de la délinquance et du rôle de la société dans la fabrique de la délinquance. On n'est pas en train de dire que le délinquant n'est pas responsable, c'est le premier responsable de sa délinquance. Mais il y a aussi la responsabilité de la société et de l'État. Et c'est ce que Pierre Ngolo dit, que l'État a sa part de responsabilité. De nos jours, la délinquance juvénile est un problème préoccupant dans de nombreux pays. Les jeunes, attirés par l'excitation et le plaisir immédiat, sont de moins en moins enclins à faire des efforts. Pour atteindre leurs objectifs, ils choisissent souvent la voie de la facilité, ce qui les conduit à adopter des comportements peu honorables et à se livrer à la délinquance. Qu'est-ce que la délinquance juvénile ? La délinquance juvénile désigne un phénomène qui regroupe un ensemble de violations des normes juridiques et sociales, allant des infractions aux crimes graves, commis par des mineurs. Il s'agit des fautes et délits de toutes sortes commis par les jeunes à l'adolescence. Certains de ces jeunes délinquants sont des primo-délinquants, tandis que d'autres sont des récidivistes. La délinquance juvénile est considérée comme un phénomène social résultant de la civilisation actuelle. Les bandes de jeunes, inoffensives ou dangereux, constituent l'élément le plus important de la délinquance juvénile. Les causes de la délinquance juvénile. Causes sociales. La délinquance juvénile peut être influencée par des facteurs sociaux qui contribuent à la marginalisation et à l'exclusion sociale des jeunes. Les inégalités économiques peuvent limiter l'accès des jeunes à l'éducation et à l'emploi, les laissant sans perspective d'avenir.
Lorsque les jeunes se sentent exclus de la société et qu'ils ne voient pas d'opportunité pour s'intégrer, certains peuvent se tourner vers la délinquance comme moyen de se faire entendre ou de trouver un statut social. Causes économiques. Les difficultés économiques, le chômage et la pauvreté sont des facteurs qui contribuent à la délinquance juvénile. Les jeunes issus de milieux défavorisés peuvent être confrontés à des situations de privation et de manque, ce qui peut les pousser à commettre des actes délictueux pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. Lorsqu'ils ont peu d'opportunités d'emploi légitimes ou de perspectives d'amélioration de leur situation économique, certains peuvent être tentés de s'engager dans des activités criminelles pour obtenir de l'argent ou des biens matériels. Cause de la démission des parents. L'absence de supervision et d'éducation adéquate de la part des parents est un facteur qui favorise la délinquance juvénile. Lorsque les parents ne jouent pas leur rôle dans l'éducation et la socialisation de leurs enfants, ces derniers peuvent être plus enclins à adopter des comportements délinquants. Les jeunes ont besoin de limites claires, d'amour, de soutien et d'exemples positifs de la part de leurs parents pour se développer de manière saine. Lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, les jeunes peuvent se tourner vers des groupes ou des pères délinquants qui leur offrent un sentiment d'appartenance et un modèle de comportement déviant. Les formes de délinquance juvénile. Délinquance non violente. La délinquance non violente chez les jeunes implique généralement des actes qui nuisent à autrui ou à la société, mais sans recours à la violence physique directe. Les formes courantes de délinquance non violente comprennent vandalisme. Cela inclut la destruction délibérée ou la détérioration des biens publics ou privés, tels que les graffitis, les dégradations de bâtiments, ou les destructions de véhicules. Vol à l'étalage. Il s'agit du fait de voler des biens dans un magasin sans payer. Les jeunes peuvent être attirés par ce type de délit en raison de la facilité d'accès aux biens sans avoir à en assumer le coût. Cybercriminalité. Les jeunes délinquants peuvent se livrer à des activités criminelles en ligne, telles que le piratage informatique, le phishing, ou la diffusion de contenus illégaux, exploitant souvent leur connaissance des technologies pour commettre des délits. Délinquance violente. La délinquance juvénile violente implique des actes criminels qui comportent une menace directe pour la sécurité et l'intégrité physique d'autrui. Les formes de délinquance violente comprennent voies de fait. Les jeunes peuvent être impliqués dans des agressions physiques, allant des bagarres dans les écoles aux attaques plus graves contre des individus, souvent en raison de conflits personnels ou de pression sociale. Vol avec violence. Il s'agit de vols qui impliquent l'utilisation de la force ou de menaces pour s'emparer des biens d'autrui. Les jeunes peuvent être amenés à recourir à la violence pour obtenir ce qu'ils veulent lors de ces délits. Homicide. Bien que plus rares, les homicides commis par des jeunes sont parmi les crimes les plus graves et tragiques. Ces actes peuvent résulter de divers facteurs tels que la colère, la vengeance, ou des troubles mentaux non traités. Conséquences de la délinquance juvénile. Conséquences sur le plan physiologique. La délinquance juvénile peut avoir des conséquences physiques pour les jeunes délinquants. Lorsqu'ils s'engagent dans des comportements délinquants, ils peuvent être exposés à des situations dangereuses qui augmentent le risque de blessures physiques. Les activités criminelles telles que les bagarres, les vols ou l'usage de drogue peuvent entraîner des blessures, des traumatismes et des problèmes de santé liés à la violence. Conséquences sur le plan social. Les jeunes délinquants peuvent faire face à des conséquences sociales importantes. Ils sont souvent stigmatisés et marginalisés par la société en raison de leurs actes délictueux. Cette stigmatisation peut entraîner une exclusion sociale, des préjugés et des discriminations, ce qui rend difficile leur réintégration dans la société. Les jeunes délinquants peuvent rencontrer des difficultés pour trouver un emploi, accéder à l'éducation ou se construire un avenir stable. Conséquences sur le plan familial. La délinquance juvénile peut avoir des conséquences significatives au sein de la famille du jeune délinquant. Les comportements délinquants d'un enfant peuvent entraîner des tensions, des conflits et des problèmes de communication au sein de la famille. Les parents peuvent se sentir dépassés, coupables ou impuissants face aux actes de leur enfant. Cela peut également affecter les relations entre les membres de la famille et créer un climat familial négatif. Solutions pour lutter contre la délinquance juvénile. L'éducation et la sensibilisation des jeunes aux valeurs morales et sociales, une éducation qui met l'accent sur les valeurs telles que le respect, l'empathie, la résolution pacifique des conflits et la responsabilité sociale.
Des programmes de sensibilisation peuvent être mis en place pour les informer des conséquences de la délinquance et promouvoir des comportements positifs. L'accès à une éducation de qualité et à des opportunités d'emploi. Garantir un accès équitable à une éducation de qualité et à des opportunités d'emploi est essentiel pour prévenir la délinquance juvénile. Cela implique de réduire les inégalités économiques, de fournir des formations professionnelles et des programmes d'insertion professionnelle adaptés aux besoins des jeunes. Renforcement des liens familiaux et du soutien parental. Les parents jouent un rôle crucial dans la prévention de la délinquance juvénile. Il est important de fournir aux parents des ressources et des programmes qui renforcent leurs compétences parentales, favorisent la communication familiale positive et les aident à établir des limites claires pour leurs enfants. La réhabilitation. Les jeunes délinquants doivent bénéficier de programmes de réhabilitation adaptés à leurs besoins individuels. Cela peut inclure des programmes de counseling, des thérapies comportementales, l'acquisition de compétences sociales et émotionnelles, ainsi que la gestion de la colère et des conflits. Mesures répressives. Action ou une intervention visant à punir ou à sanctionner les jeunes délinquants pour leurs comportements répréhensibles ou leurs infractions. L'objectif des mesures répressives est de dissuader les individus de commettre de nouvelles infractions et de réaffirmer l'autorité de la loi. Les mesures répressives peuvent inclure un système judiciaire adapté aux mineurs, procédures judiciaires spécifiques pour les jeunes délinquants, mettant l'accent sur la réhabilitation plutôt que sur la punition, en tenant compte de leur âge et de leur développement. Des programmes de réhabilitation. Proposer des programmes de réhabilitation efficaces qui visent à traiter les causes profondes de la délinquance juvénile, tels que des services de conseil, des formations professionnelles, ou des thérapies comportementales. Une surveillance électronique. Dans certains cas, la surveillance électronique peut être utilisée comme alternative à la détention, permettant de contrôler les déplacements des jeunes délinquants et de les maintenir dans des environnements sûrs. Que retenir? La délinquance juvénile est un phénomène complexe qui peut être influencé par de nombreux facteurs, notamment le milieu familial, les difficultés sociales, l'éducation, et les influences extérieures. Les études ont montré que la famille joue un rôle crucial dans le développement des comportements délinquants chez les adolescents, et que des problèmes tels que la défaillance des parents, les conflits familiaux, et les rejets parentaux peuvent contribuer à ce phénomène. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque l'État, Sassou l'a dit lui-même, détruit les écoles, ne paye pas les salaires, vous assassinez les bébés noirs qui ont tué. Ok, mais vous faites quoi de Bouya? Qu'est-ce que vous faites de Jean-Jacques Bouya qui prend l'équivalent en milliards de francs CFA pour goudronner 135 km de route? C'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Ibovi, je crois, si je ne me trompe pas, député du PCT, qui lui pose la question à l'Assemblée. On a concédé le Premier ministre. Monsieur le ministre, si vous avez les ministres qui ont failli, mais demandez leur départ auprès du président de la République. 5 minutes. Oui, monsieur le président, s'il vous plaît, je vous en prie, vous avez déjà dit, mais j'en ai qu'une seule, mais laissez-moi sur ça. C'est dramatique. Quelles sont les perspectives pour comment l'espoir que le président, en parlant des accords avec le FMI, d'ici à ça, surtout qu'ils sont venus ici, ils sont venus nous ont ouvert une session budgétaire, sans gouvernement, sans un peu d'approche. C'est une première dans l'histoire du Congo. Donc c'est ici, voici les mesures, voici ce qu'on va aboutir. Mais nous sommes très gentils, nous vous recevons avec 5 mois sans salaire. Nous recevons 5 mois sans salaire, derrière nous les attachés, les conseillers, jusqu'au bataillon qu'on gère dans les quartiers. Donc, soyons sérieux parce que nous devons, ici, le président a dit, il y a des grandes lignes, et son gouvernement le mettre maintenant en pratique. Je reviens sur le point, et ça c'est là où je prends la question qui est déposée, au ministre de la Belgique du territoire, oui. Je voulais vous entendre, monsieur le ministre, quand vous avez parlé de contrat sur l'entreprise de tonnage. Non, je voulais vous entendre que vous avez signé un contrat pour l'aménagement des 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas. Mais d'ici, oui, vous avez fait
Qu'est-ce que vous faites de toutes ces enquêtes internationales qui affirment que les Nguesso passent leur temps à détourner l'argent du Congo? Il y a eu des enquêtes là-dessus. Monsieur Oboa est allé arrêter Bouya. Posez la question à monsieur Oboa. N'est-ce pas le fait que le système est très corrompu, détourne l'argent de l'État, ne permet pas à l'État d'avoir de l'argent pour s'occuper des populations et des jeunes, et donc la conclusion des jeunes abandonnés à eux-mêmes, c'est quoi? Ils deviennent des délinquants. Merci d'être fidèle au programme d'Africa News. Ils sont désormais au nombre de 5, les proches du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, visés par la justice française dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Edgar Nguesso et Catherine Inyanga, respectivement neveu et belle-sœur du chef de l'État congolais, viennent d'être mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics. Il est entre autres reproché à Edgar Nguesso la détention d'un patrimoine immobilier fastueux et des dépenses élevées à près d'1,4 million d'euros en 2 ans, tandis que Catherine Inyanga, elle, est soupçonnée d'avoir servi de prête-nom à une société fictive pour laquelle on transitait des biens. Rappelons que fin juin cette année, Julienne Sassou Nguesso et son époux Guy Johnson, respectivement fille et gendre du président Denis Sassou Nguesso, ont été accusés de corruption et ont fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et mauvaise utilisation de fonds publics. En mars, son neveu Wilfried Nguesso a été mis en examen pour les mêmes charges. À ce jour, les enquêtes ont montré que depuis 2007, plusieurs dizaines de millions d'euros d'entités publiques du Congo-Brazzaville auraient été transférés vers les comptes de diverses sociétés offshore aux Seychelles, à Maurice ou à Hong Kong, en vue de financer le train de vie de certains membres du clan présidentiel. Qu'est-ce que vous voulez que ces jeunes-là fassent? Moi, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas coupables si on les juge en tant que tels. S'ils sont jugés, ils sont coupables, ils seront condamnés. Mais pour le moment, même l'eau et l'électricité, les populations congolaises n'ont pas. Regardez les poubelles partout dans les rues. On a soldé à Verda. On nous a fait venir une entreprise turque. Mais malgré tout, il y a toujours des poubelles dans la ville de Brazzaville. Alors que l'État met de l'argent, on prélève de l'argent dans les salaires des Congolais. Et ça ne mérite pas des sanctions. Ça ne mérite pas que les gens soient arrêtés et jugés. Puisqu'on fait de l'ordre dans la société. Mais l'ordre dans la société, ce n'est pas seulement d'arrêter les agresseurs, mais aussi d'arrêter les criminels financiers. Or, les criminels financiers, généralement, on ne les voit pas parce qu'il n'y a pas d'effet immédiat au quotidien où on voit palpable. Mais les criminels financiers sont beaucoup plus dangereux que la petite délinquance du quartier. Demandez à Constant Ebarapéa, il est docteur en sciences politiques, il le sait très bien. Avec les bébés noirs, tous les autres pays, ça ne les empêche pas de se développer. Il y a de la délinquance aux États-Unis, mais c'est la première puissance. Mais par contre, si vous instaurez la corruption politique aux États-Unis, comme c'est au Congo, les États-Unis tombent. Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 € par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 € et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins
poétiquement immatriculé aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose, puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Et ça, je vous mets au défi. Si vous installez la corruption politique que nous avons en Afrique noire en général et au Congo, où le président peut s'arroger le budget et faire ce qu'il veut, si Macron le fait, si Xi Jinping le fait, si Trump le fait, eh bien les États-Unis, en moins de 10 ans, ça va péricliter. Et c'est pour cela que dans ces pays-là, on lutte principalement contre la corruption politique. Les hommes politiques, les hommes d'affaires, les journalistes, s'il y a maintenant de collision, ne vous inquiétez pas, vous pouvez avoir tous les milliards du monde, ça ne marchera pas, ça fait 20 ans que je vous le dis. Et la preuve est là. Donc, à ce sujet des bébés noirs, je demande vraiment aux gens de faire preuve de calme, de tranquillité et de demander à chaque ministère, à chaque responsable de jouer son rôle. Quand un ministre a montré son incompétence, il faut le changer. Et quand un pouvoir a montré son incompétence, il faut changer ce pouvoir. Ce qui se passe à Madagascar, les revendications au Maroc, le Bangladesh, le Népal, écoutez, c'est la même chose. La génération Z en colère à Madagascar après la nomination lundi de l'homme d'affaires Erin Tsalama à Rajaonarivelo au poste de Premier ministre par le nouvel homme fort du pays, le colonel Michael Randrianirina. Elle dénonce une décision prise sans concertation préalable entre le nouveau régime et les forces vives de la Grande Île. Une attitude contraire à l'esprit de rupture et de refondation réclamé dans la rue. S'ils disent ne pas revendiquer le pouvoir, les jeunes malgaches revendiquent cependant le droit de savoir et de comprendre et redoutent désormais ce qu'ils considèrent comme une confiscation de leur révolution. La génération Z est en effet à l'origine des manifestations qui ont permis de renverser le président Andry Rajoelina. Dans tous les pays, c'est la même chose. Les gens ont besoin de l'eau et de l'électricité, d'un système éducatif fiable, d'une santé, des protections sociales, de l'emploi pour tout le monde. Et ce sont les mêmes choses que les gens demandent. Les gens ne demandent pas d'avoir forcément des véhicules, comment on appelle ça, des riches, de se déplacer en jet privé. Le peuple demande le minimum syndical. Et comme je vous l'ai dit, ces bébés noirs, on peut toujours les stigmatiser, on peut toujours les incriminer, on peut les tuer. Il y aura toujours une autre génération de bébés noirs tant que l'État ne se remet pas en question et dit la richesse du pays, c'est pour s'occuper des problématiques sociales. C'est tout. Tant qu'on ne va pas prendre en main ces problèmes-là sur le plan étatique, repenser notre société, et ça, il faut un débat sociétal. Il faut qu'on en discute tous, parce que nous sommes tous, en tant que citoyens congolais, responsables de notre pays. Ce n'est pas que le pouvoir qui est responsable. Or, le pouvoir ne peut pas décider tout seul sans interroger la population. J'étais en train de lire ces derniers jours le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. C'est un livre qui est étudié au lycée au Congo. Et je suis tombé encore là-dessus. Il parle de comment défendre et entretenir la liberté. En 1574, Étienne de Boétie, alors jeune étudiant, affirme que si un peuple est asservi, c'est parce qu'il accepte l'autorité du tyran et se soumet à la servitude. Le pouvoir repose ainsi sur la collaboration du peuple. Bonjour à vous.
Le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie est un texte politique et philosophique majeur. Il est écrit aux alentours de 1547, mais il ne sera publié à titre posthume qu'une trentaine d'années plus tard. La Boétie, qui va mourir prématurément à l'âge de 32 ans seulement, a donc sans doute écrit ce texte alors qu'il avait à peine 18 ans, ce qui témoigne de la précocité intellectuelle remarquable de cet auteur. Dans ce livre très court, écrit il y a donc près de 500 ans, mais qui reste toujours pourtant d'une évidente actualité, la Boétie pose le problème de la servitude volontaire, cette notion paradoxale qui constitue un véritable oxymore politique. La question, c'est comment se fait-il qu'un seul homme puisse en gouverner des millions, alors qu'il suffirait à ces millions d'individus de simplement dire non pour que le gouvernement disparaisse? Ou, en d'autres termes, comment des êtres humains peuvent-ils aliéner leur liberté au point de se soumettre à la volonté et aux caprices d'un seul? La Boétie s'interroge ici sur le pouvoir, sur l'essence du pouvoir, et il va poser une thèse essentielle. Le pouvoir n'existe que par le consentement de ceux sur lesquels il s'exerce. Il n'y a de pouvoir que parce qu'on l'accepte. Il n'y a de pouvoir que parce qu'on y consent. Il s'agit là d'une intuition simple, mais d'une intuition considérable et terriblement originale. Accéder au pouvoir peut se faire de différentes façons, par des élections, par la force ou par la ruse par exemple. Mais pour garder le pouvoir, pour rester au pouvoir, il n'y a finalement qu'une seule méthode. Et elle repose sur le consentement de ceux sur lesquels s'exerce ce pouvoir. Et le principe de ce consentement, la racine de la servitude, c'est l'habitude. L'habitude de servir et d'obéir, l'habitude d'être dominé et de se soumettre. Une habitude qui s'enracine jusque dans nos plus infimes pratiques et à laquelle nous n'avons ni la force ni l'envie de résister. Ce que nous dit la Boétie, c'est que la servitude des peuples est consentie, elle est acceptée, elle est volontaire. Et peu importe que l'on trouve cette conception choquante ou subversive. Ce qui est exprimé ici, c'est l'idée selon laquelle c'est le peuple, en se résignant au joug de la tyrannie, en consentant au pouvoir des tyrans, c'est le peuple donc qui porte l'entière responsabilité de sa situation, puisque, passif, sans broncher, sans dire un mot, sans se révolter, il se soumet et accepte d'obéir. La force de cette idée, qui concerne a priori la relation de domination d'un tyran sur son peuple, c'est qu'elle est en réalité applicable à toutes les relations de pouvoir que chacun peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Celles qui peuvent par exemple me lier à ma hiérarchie professionnelle, à un individu, à une institution ou à l'État. Il n'y a jamais de pouvoir que parce que j'y consens. Et l'originalité de cette thèse, c'est de mettre l'accent sur la responsabilité du dominé. Si je suis dominé, c'est parce que j'accepte d'être dominé. Voilà un point de vue souvent difficile à entendre. Mais pour la Boétie, le problème dans la domination n'est pas du côté des dominants, il est du côté des dominés. Ces dominés qui se soumettent passivement à la domination et qui sont donc les seuls responsables de leur situation d'opprimés. La Boétie n'est pas là pour dire aux méchants qu'ils sont méchants. Il est là pour dire aux opprimés que s'ils le sont, c'est parce qu'ils le veulent bien. Et aussi longtemps qu'ils se poseront en victimes, ils resteront des victimes. Quand on est exploité, il est évidemment facile et tentant d'en vouloir à l'exploiteur, mais on peut aussi en vouloir à soi-même et se poser la question « Mais pourquoi est-ce que je me laisse faire? Pourquoi est-ce que je ne me révolte pas ?» Or, se révolter ne signifie pas pour la Boétie tuer le tyran ou l'exploiteur, ni même le combattre. Il suffit tout simplement, nous dit-il, de ne plus l'écouter, de ne plus le soutenir par notre passivité, par notre obéissance soumise. Le dominant n'est alors plus rien et il s'écroule de lui-même. Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libre. La Boétie ne demande donc pas qu'on fasse la révolution les armes à la main. Comme il l'exprime d'ailleurs par une jolie métaphore, il n'est pas nécessaire d'éteindre le feu avec de l'eau,
il suffit de cesser de l'alimenter en bois. Refusons que le pouvoir s'exerce sur nous, et le pouvoir disparaît au profit de la liberté. Mais l'homme est étrange, constate la Boétie. D'un côté, il affirme haut et fort que la liberté est le plus grand des biens. Mais d'un autre côté, alors qu'il lui suffirait pourtant de dire non, alors qu'il lui suffirait de simplement renoncer à consentir pour être libre, il ne le fait pas. Par habitude, par lâcheté aussi sans doute. Donc, si le peuple ne collabore pas avec le tyran ne peut pas continuer à vous asservir. Donc, il appartient au peuple d'imposer ce débat-là en disant « Stop, on ne peut pas comme ça assassiner les enfants. Oui, c'est des délinquants. Oui, c'est des voyous. Oui, ils menacent la paix sociale, la tranquillité sociale. Oui, nous le reconnaissons. Mais non, nous refusons ce traitement brutal, vengeresque sur ces jeunes et leurs familles. Nous demandons donc un débat social pour voir quelle est la réponse la mieux adaptée, non seulement pour traiter ce problème, mais pour éviter que ça revienne. Parce que les mêmes causes entraînent les mêmes faits. Donc, il faut comprendre quelle est la cause causante de la fabrique, parce que les bébés noirs n'ont toujours pas existé. Nous sommes tous Congolais, on a grandi au Congo. Personne n'a entendu parler des bébés noirs jusqu'en l'an 2000. Quand Sassou prend le pouvoir en 1997, personne n'entend parler des bébés noirs. Nous sommes tous au Congo. Moi, je suis au Congo jusqu'en 1996. Il n'y a pas de bébés noirs. Donc, on peut, avec les sociologues, les anthropologues, les spécialistes des sciences sociales, essayer d'investiguer pour voir quel est le phénomène qui a créé l'apparition des bébés noirs. À quel moment il y a eu défaillance familiale, mais à quel moment aussi l'État a laissé faire, s'est désengagé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a perdu la main. Mais il n'est pas trop tard. Nous avons encore les moyens de réagir et de régler ce problème de sorte que d'autres ne viennent pas alimenter les vides laissés par les bébés noirs et tués. Parce que quand vous chassez des délinquants, si vous ne faites rien, s'il n'y a pas de traitement, une autre génération des délinquants arrive. Donc la stigmatisation, ce n'est pas nécessaire, ça ne sert à rien de les stigmatiser, il faut plutôt les arrêter, faire des investigations, les condamner et puis traiter le sujet de sorte qu'on ne puisse plus revenir là-dessus. Le deuxième sujet de la chronique de ce jour porte sur la fiscalité, mais la fiscalité sur un sujet très important, et là je vous demande d'être attentif parce que, comment dire ça, ça va tomber sur les Congolais comme un coup de tomahawk. Alors, ceux qui sont de ma génération, eux qui ont connu l'invasion de l'Irak par les Américains, ont parlé de tomahawk contre le Scud. Et croyez-moi, c'est une loi fiscale qui arrive chez nous, dans la loi de finances, qui va faire très, très, très mal. Et d'ailleurs, j'ai apprécié la réaction de certains Congolais. Et là, vous avez un professeur d'université, je suis tombé sur sa vidéo après avoir entendu le ministre Christian Yoka, je suis tombé sur son analyse que je vous fais partager. En ce qui concerne l'IRPP, la notion d'IRPP disparaît, elle est remplacée par 4 notions. L'impôt seront l'impôt sur le traitement des salaires, l'impôt sur le revenu des capitaux immobiliers, l'impôt sur le revenu foncier et l'impôt sur les bénéfices d'affaires. L'annonce de supprimer l'impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP et de le remplacer par 4 nouveaux impôts, faite par le ministre des Finances et du Budget, devant les opérateurs économiques n'est pas appréciée par tous les acteurs de la société civile. Ils estiment que ces 4 nouvelles taxes fiscales vont contraindre le contribuable à payer plus que l'IRPP. Il ne faudrait pas que le taux des impôts qu'ils ont créés dépasse le taux de ce qu'ils prélevaient dans les IRPP. Si ça dépasse, ça va créer des remous sociaux et d'abord le pays n'a pas d'argent. Est-ce que c'est pertinent d'inquiéter les gens qui sont déjà assez pauvres
dans leur quotidien que de leur faire comprendre que cette fois-ci, nous allons encore ponctionner de l'argent de votre ou de vos poches. Les acteurs de la société civile pensent qu'il faut informatiser les régies financières pour maximiser les recettes fiscales. On avait demandé au gouvernement depuis beaucoup d'années d'informatiser les régies financières pour que les recettes fiscales augmentent. Mais si il n'y a pas d'informatisation des régies financières, tout ce qu'ils vont faire, ça sera un coup de pied dans l'eau. Parce que, ça fait près de 4 ans, 5 ans, toutes les lois de finances, chaque année, ils créent des taxes, et rien ne change. Je crois que les parlementaires demanderont ce qu'il en sera effectivement de ces nouvelles taxes qui vont être créées et que s'ils n'en voient pas la pertinence, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il faudrait continuer dans ce sens? Le gouvernement souligne qu'il veut se conformer aux directives en matière fiscale édictées par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, en matière fiscale, dont le Congo a pris la présidence tournante. Alors, dans cette vidéo, on voit bien ce compatriote professeur à l'université qui met en garde les Congolais et qui les invite à la vigilance parce que, évidemment, j'ai suivi le ministre Christian Yoka qui parle de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Déjà, moi, j'aime toujours être assez pédagogue et j'espère que là, je vais y arriver parce que le sujet est assez complexe. Je pose des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse, mais c'est important dans les commentaires. Les Congolais peuvent investiguer et répondre, y compris le ministre Christian Yoka lui-même. Combien de Congolais travaillant au Congo, fonctionnaires comme travailleurs du secteur privé, connaissent l'IRPP, l'impôt sur les revenus des personnes physiques? Combien ont entendu parler de ça au Congo? Combien connaissent cet impôt? Et combien savent comment l'IRPP est prélevé sur les salaires de Congolais? Parce que il s'agit là d'un impôt sur les revenus. Mais c'est quoi un revenu? Alors, quelle est la différence entre le revenu et le salaire? Est-ce qu'il y en a? Je ne donnerai pas les réponses, mais c'est à chacun aussi d'aller vérifier ces choses-là. Donc, au Congo, les Congolais découvrent en grande majorité que chaque mois, ils payent un impôt sur les revenus en tant que personne physique. Mais puisque nous n'avons pas au Congo un système déclaratif, c'est-à-dire en fiscalité, vous avez soit le système déclaratif, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, vous déclarez ce que vous avez eu comme revenu annuel et par rapport à des méthodologies de réduction ou de compensation, le Trésor public vous dit quel est votre taux de fiscalité, quel est votre taux d'impôt, donc vous nous payez l'impôt de temps. Nous n'avons pas ce système-là. Donc, on suppose que au Congo, c'est le système de prélèvement à la source. C'est-à-dire, est-ce que déjà toute personne qui travaille au Congo, fonction publique comme privée, a une fiche de paye? S'il a une fiche de paye, il peut demander au service de ressources humaines de son administration ou de sa boîte de lui expliquer sa fiche de paye pour qu'il comprenne ce qu'il paye comme cotisation sociale et ce qu'il paye comme impôt sur le revenu. C'est-à-dire combien l'État lui prend. Et ça, c'est un droit pour n'importe quel citoyen. Votre employeur ne peut pas vous faire de retenue de salaire. L'État ne peut pas vous faire de retenue au titre de la fiscalité des personnes sans vous expliquer et sans vous donner des justificatifs comme quoi voilà ce que nous prélevons sur votre salaire, sur vos revenus. Donc, il faut donc déjà que monsieur le ministre Yoka donne instruction à tout employeur, État comme privé, de délivrer à chaque salarié, même s'il ne gagne que 100 francs, 2000 francs ou 500 000 par mois, il faut lui délivrer une fiche de paye dans laquelle on mentionne le calcul de ses revenus et le calcul de ses prélèvements à la source et qu'il comprenne ce qu'il donne à l'État. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième question,
Combien y a-t-il de salariés au Congo? Fonction publique, privée. Combien de gens? Le Congo compte à peu près, allez, on va dire grosso modo 6 millions d'habitants. Dans les 6 millions d'habitants, combien de personnes constituent la population active, c'est-à-dire en âge de travailler? Et combien ont réellement un emploi pour déterminer le taux de chômage au Congo? Bon, on passe la durée du chômage. Et au final, le nombre de personnes qui travaillent, est-ce que toutes sont soumises à l'IRPP, à cet impôt sur le revenu des personnes physiques? Est-ce que tout le monde les paye cet impôt? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi aussi? C'est-à-dire, quels sont les critères d'évaluation, de calcul qui font que une personne va payer l'IRPP ou pas? Quels sont les critères? À quel moment, selon mes revenus et selon la composition familiale, je suis soumis à cet impôt ou je ne suis pas soumis à cet impôt? Et ça, c'est fondamental pour que les gens comprennent. Et les gens vont aussi comprendre combien cela rapporte au compte public. C'est-à-dire, chaque année, cet impôt rapporte combien à la caisse de l'État, aux finances publiques. Et une fois que l'État a récolté cette manne d'argent sur cet impôt sur le revenu des personnes physiques, qu'est-ce que l'État fait de cet argent? Je vous rappelle que le ministre Ibovi, je crois le ministre des Finances, Andeli, plutôt, pas Ibovi, Andeli, nous avait dit que nous avons une dette chinoise et cette dette, c'était pour construire tout ce que nous avons vu à Brazzaville. Mais Colline Makosso viendra le contredire pour dire tout ce que vous voyez là, ça a été construit sur fonds propres du ministère des Grands Travaux. Bon, Colline Premier ministre, Andeli ministre des Finances, mais les deux vous donnent deux versions diamétralement opposées du financement des travaux publics au Congo. Monsieur Oboa, vous avez du boulot là. Là, vous pouvez intervenir pour dire au Premier ministre et au ministre des Grands Travaux, dites-nous, qu'est-ce que vous nous racontez au ministre des Finances? Et le Sénat, Monsieur Pierre Ngolo, le Sénat, tout comme l'Assemblée, devrait convoquer le Premier ministre, le ministre des Grands Travaux et le ministre des Finances en délit pour leur dire, venez nous expliquer comment se fait-il que le Premier ministre dit que c'est sur fonds propres et en délit dit c'est sur la dette. Donc ça suppose qu'il y a 1200 milliards de francs CFA qu'on a volés. Parce que si on a pris 1200 milliards de francs CFA pour financer les travaux publics, ça suppose qu'on a 1200 milliards dans les tiroirs des ministères des Grands Travaux qui n'ont pas été utilisés. Mais si on nous dit que finalement c'est les 1200 milliards de Grands Travaux qu'on a utilisés, mais ça suppose que la dette des 1200 milliards qu'on est allé prendre chez les Chinois, nous l'avons quelque part. Mais on n'a pas payé deux fois les mêmes travaux. Là, il y a un vrai sujet. Plus important que les Koulouna et les bébés noirs. Donc, voyez-vous, il faut qu'on nous dise, l'IRPP nous sert à quoi? Combien de milliards on prend? Mais ça nous sert à faire quoi? À financer l'eau et l'électricité? À financer le ramassage des poubelles? À financer je ne sais quoi? Donc, il nous faut une cartographie de toutes les taxes, de toutes les charges, de tous les impôts que l'État prélève à la fois sur les personnes physiques que sur les entreprises. Ce n'est pas du secret. Il faut une cartographie de toutes les entreprises qui existent au Congo, y compris les boutiques des Sénégalais, des Libanais, y compris dès lors que c'est un business, on va cartographier. Ça, c'est le travail qu'on peut déjà donner au ministère de l'économie et des finances, mais aussi au ministère du Travail, pour que le ministère du Travail sache où sont les travailleurs congolais, dans quel secteur ils travaillent, et quels sont les secteurs qui emploient, qui n'emploient pas. Les bars, il faut que ce soit cartographié. Un bar peut embaucher jusqu'à combien de personnes, pour quel salaire? Et donc, une fois qu'on a fait cette cartographie, eh bien, M. Christian Yoka, venez nous dire combien cela rapporte au Congo, dans la comptabilité publique, et qu'est-ce que vous faites de cet argent? Donc, cet impôt, au final, on apprend que dans la loi de finances 2026, et c'est ce que monsieur le ministre Yoka nous a dit,
On va supprimer cet impôt parce que on va remplacer cet impôt par plusieurs types d'impôts. J'ai essayé de les noter. Donc, on va remplacer l'impôt sur les revenus des personnes physiques par un impôt sur le traitement des salaires, des traitements et salaires. Alors, il faut que M. Yoka nous explique, c'est quoi l'impôt sur le traitement et salaire? Ça veut dire quoi? Parce que pour nous, le langage est ésotérique et abscon, on ne comprend pas. Il faut donc expliquer aux Congolais, soumettre cela au débat public, je ne dis pas au débat parlementaire, assemblée, sénat, non, au débat public, il faut que les gens en débattent. C'est quoi l'impôt sur les traitements et salaires? Combien seront prélevés? Selon quels critères? Selon quelle méthodologie? Et combien vont le payer? Ça va rapporter combien à l'État? Et cet impôt va financer quoi? Sachez-le, dans le fonctionnement de l'État, un impôt finance une dépense. Si la dépense n'existe pas, l'impôt ne peut pas exister. Mais tout ça, il faut que ça soit clair. Le deuxième impôt qu'on va créer, c'est l'impôt sur les revenus fonciers. Mais comment vous allez prélever un impôt sur les revenus fonciers s'il n'y a pas une cartographie des propriétaires fonciers au Congo? Ça suppose qu'il faut cartographier les propriétaires fonciers. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le propriétaire foncier? Est-ce que c'est celui qui vend les terrains comme les Mfumutoto, les Gantier, ou toute personne qui est propriétaire d'une maison, parce que cette maison est construite sur un terrain foncier? Et ça aussi, il faut expliquer aux populations. Si toute personne qui est propriétaire d'une maison doit aussi payer une taxe ou un impôt sur le revenu foncier, qui payera lorsque dans cette maison habite un locataire? Est-ce que le propriétaire de la maison ou le locataire? Ça aussi, il faut que ça soit clair. Or, ça, le ministre Yoka, je ne sais pas, je n'ai pas tout suivi. Moi, j'ai vu des séquences sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il a expliqué ça aux Congolais? Moi, je suis propriétaire de 5, 6, 7 maisons. Ces maisons-là, j'ai des locataires, ça me rapporte de l'argent. Est-ce que les revenus fonciers, ça me concerne moi? Certainement, j'ai tendance à croire comme ça. Mais ça veut dire que la taxe qu'on va ajouter, l'impôt qu'on va me mettre sur les revenus fonciers, vous savez ce que je veux faire? Puisqu'en tant qu'homme d'affaires, je dois maximiser mon profit. Eh bien, je vais le répertorier sur le loyer. Si la taxe est de 10 000 francs, 12 000 francs CFA par an, je vais donc faire 12 000 divisé par 12, j'ai 1 000 francs. Eh bien, si mon locataire me payait 10 000 francs, désormais, il me payera 1 000 francs. Mais très rarement, il met 1 000 francs pour avoir les 12 000. Il mettra 1 400, 1 500. Parce que c'est comme ça que le business, surtout que si l'État, derrière tout ça, ne met pas des barrières pour éviter que les propriétaires fonciers, ceux qui vendent, ceux qui louent les maisons, ne puissent augmenter les prix des loyers n'importe comment. Il y a un autre impôt, le troisième, l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut expliquer aux gens, c'est quoi un capital mobilier? Combien sont-ils au Congo à détenir cela? Parce que le risque, il ne faut pas que la mise en place d'un impôt ou d'une taxe coûte plus cher à l'État que les prélèvements de cette taxe-là. En France, par exemple, il y a un travail qui a été fait par les députés qui se sont rendus compte que vous avez des taxes ou, comment on appelle ça, des contraventions ou des taxes qui coûtent 6 €. Or, il faut 10 € pour les prélever. Ça n'a plus de sens. Ça coûte plus cher au prélèvement que ce que on va taxer. Eh bien, le mieux, c'est de ne pas le faire. Donc, il faut aussi voir au Congo combien ont des revenus des capitaux mobiliers et combien ça pourrait rapporter à la caisse de l'État, une fois de plus. Pourquoi faire? Et puis, le dernier impôt qu'on va créer en supprimant l'IRPP, c'est l'impôt sur le bénéfice d'affaires. Bon, moi, je ne comprends pas. On supprime l'IRPP, qui était un impôt sur le revenu des personnes physiques. Et là, je vois qu'on crée un impôt sur les bénéfices d'affaires. Mais le salaire, on ne crée pas les affaires avec les salaires. Moi, sinon, même aux États-Unis, dans les pays capitalistes, en Chine, en Russie, il y a très peu de gens qui, avec leur salaire, ont créé des entreprises, ont créé des affaires avec. Ça, il faut qu'on nous explique. L'impôt sur les revenus du capital mobilier, on pense aussi
à un business. Comment on passe d'un impôt sur le revenu du salaire à 4 impôts qui créent des impôts qui seraient plutôt des impôts concernés par le monde des affaires. Mais le pire, ce n'est pas que la création de ces impôts. Le pire, c'est que l'État crée ces impôts en supprimant le mode de calcul fondé par la composition de la famille, par le régime matrimonial d'une famille. C'est-à-dire que l'État supprime tous les critères qui faisaient que, à salaire égal, il y a un qui va payer un peu plus et l'autre va payer un peu moins, mais tout simplement parce que l'autre a des charges familiales. Il a des enfants, il ou elle a des enfants, ou en tout cas le couple a des enfants. Le couple a une composition familiale qui fait qu'il lui faut des revenus pour s'occuper de ses enfants. Donc, si quelqu'un gagne 300 000 francs CFA et que cette taxe est à 50 000, ça veut dire que même celui qui a 5, 6, 7 enfants, il paiera les 50 000, alors que lui, il serait plus enclin à ne pas payer cet impôt sur le revenu, du fait que ses revenus, ce n'est pas que pour lui. Ses revenus sont partagés à plusieurs parts du fait qu'il a une famille, il a une femme ou bien elle a un mari, et ils ont, et vous connaissez les familles congolaises, il y a très peu de familles avec 2, 3 enfants. C'est des familles à 4, 5, 6 enfants, plus une nièce, un neveu, un cousin mineur qui habite chez eux, qui va à l'école. Et donc, tous ces critères qui faisaient que on pouvait faire baisser ses impôts et avoir un quotient familial favorable disparaissent, et donc tout le monde va payer la même chose. Et M. Yoka dit, il espère pour cela augmenter l'assiette fiscale de 17%, c'est-à-dire que ça va ramener notre assiette fiscale de 17% de plus en 2026, et il espère réduire le train de vie de l'État à 3%. Mais nous mettons au défi, M. Yoka, nous le mettons au défi de réduire le train de vie de l'État à 3%, mais surtout, nous lui demandons 17%, ça fait combien? Il faut savoir que tous les ministères des Finances dans le monde, ils savent le chiffrer. Il faut que M. Christian Yoka, le ministre Christian Yoka, nous dise les 17% correspondent à quel chiffre réel? Combien de milliards de francs CFA? Pour faire quoi? Les Congolais sont fatigués de voir un ministre de la coopération internationale chargé du partenariat public-privé. Depuis qu'il est ministre, il passe son temps à utiliser notre argent pour voyager, il passe son temps à acheter des stylos, il passe son temps à acheter des rames de papier, à signer des accords tous azimuts. Hein, on n'a jamais vu dans le monde un ministre signer les accords comme le fils de Sassou, Christelle Denis Sassou Nguesso. Regardez sur les réseaux sociaux, c'est impressionnant. Ce jeune homme passe plus de temps à signer des accords qu'à montrer les résultats des accords signés. 3 ans de gouvernorat, 1 millier d'accords signés dans le cadre du partenariat public-privé économique. Hein, du partenariat économique, 0 emploi au Congo créé. 0. En 3 ans. Monsieur Christian Yoka, pouvez-vous nous dire combien Christelle Denis Sassou Nguesso a déjà dépensé dans ses voyages? Il n'arrête pas de voyager. Et tout récemment, on l'a encore vu en train de signer encore des accords. Mais quel est le résultat des accords signés? Combien d'emplois ces accords ont déjà créés au Congo? Ça peut être à Bétou, ça peut être à Sibiti, ça peut être en Banzamankondi, ça peut être n'importe où. Mais combien d'emplois créés? Reprenez les accords signés par Christelle Sassou Nguesso et allez sur le terrain depuis 3-4 ans. Quelle est la matérialité sur le terrain? 0. Mais le monsieur continue à signer les accords. Maintenant, ça suffit. 17%, combien de milliards? Pourquoi faire? Et quel est le bénéfice des Congolais? Je vais vous expliquer une chose. C'est quoi l'impôt? C'est quoi une taxe? C'est quoi la fiscalité? Mais ça n'a pas commencé avec le gouvernement de Sassou. Au temps des royaumes et des empires, il y avait déjà les taxes pour enrichir le trésor du roi ou de l'empereur. Et le roi redistribuait, quand c'était payé en nature, produits d'agriculture, de la chasse et autres, l'État, le roi redistribuait la nourriture aux pauvres, et ainsi de suite. Ce sont un peu les prémices
du travail social. Et dans les royaumes et empires, notamment en Occident, le trésor du roi était utilisé pour financer les expéditions, notamment les expéditions militaires. Et quand ça ne suffisait pas, l'État s'endettait. Mais vous avez eu en Europe des rois qui ont eu des problèmes parce qu'ils se sont trop endettés pour financer une guerre finalement qui s'est avérée infructueuse. Mais chez nous, dans le monde moderne, dans les sociétés modernes, que l'on soit en France, en Chine, aux États-Unis, en Russie, au Congo, en Afrique du Sud, au Sénégal, lorsque l'État, cet organe qu'on appelle l'État, met en place une taxe, un impôt, c'est pour prendre, alors, de façon schématique, si on est dans le débat marxiste-léniniste, c'est pour prendre aux riches et redistribuer aux pauvres. Ça, c'est le rôle de l'État, le rôle central. Prendre aux riches pour distribuer un peu aux pauvres. Mais de façon classique, c'est prendre à ceux qui ont un peu plus pour donner à ceux qui ont moins, pour avoir ce qu'on appelle une équité sociale, avoir une paix sociale, avoir une sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à chaque citoyen qui pense que là-bas, il a la richesse, je vais l'agresser pour prendre la richesse. L'État, à travers les taxes et les impôts, par son intervention, puisque l'État est le lieu d'expression et de protection des intérêts de la collectivité. Là où le marché, là où le capital est le lieu d'expression et de protection des intérêts individuels. Et que le capitaliste, ce qu'il cherche, c'est la maximisation de son profit. Il veut maximiser son profit. Et l'État intervient en tant qu'arbitre pour essayer de mettre une certaine équité. Pas équilibre, mais une certaine équité, c'est-à-dire que je vais donc mettre les taxes et les impôts pour les gens qui travaillent, qui gagnent. Si vous êtes fonctionnaire ou salarié, pour faire simple, vous gagnez 400 000 francs CFA et que vous êtes seul, tous les mois, l'État vous prendra 40 000 francs CFA pour financer les infrastructures, pour financer les allocations familiales, ainsi de suite. Mais si vous êtes marié ou même si vous vivez seul, vous avez 3, 4, 5 enfants, au lieu de 40 000 francs, l'État vous prendra seulement 10 000 francs. Et à partir de 6, 7 gosses, l'État ne vous prend rien. C'est ça. L'État peut taxer les hommes d'affaires. Par exemple, celui qui a des maisons, il loue les maisons et ces maisons lui rapportent 800 000 francs par mois. Eh bien, l'État dit, écoutez, ce n'est pas votre argent, c'est parce que vous faites le business sur mon territoire, je vous mets une taxation à tant de pourcents et donc sur les 800 000, je prendrai 100 000 chaque mois. Et les 100 000, c'est pour financer les infrastructures, l'hôpital, l'éducation nationale, le social, c'est-à-dire vous avez des gens qui sont dans des situations de handicap ou de maladie mentale, ils ne font pas exprès, mais l'État a besoin des moyens pour s'occuper d'eux parce que si l'État ne s'occupe pas d'eux, ils deviennent un danger public. Donc c'est pour contenir la paix sociale, pour sécuriser la société. L'État met en place les impôts et les taxes. Mais chez nous, M. Yoka arrive, il met en place ces taxes, il ne vous dit pas combien ça rapporte, combien de gens vont payer, comment ça va se passer. Et il part chez lui, il s'assoit. Et vous n'avez même pas des bulletins de paye. Et chaque mois, on vous ponctionne. Vous vous rendez seulement compte que vos salaires vont baisser. Puisque le problème de ça, c'est quoi? C'est que les salaires des gens vont baisser. Puisque les prélèvements se font à la source. Ce qui fait que celui qui gagnait 200 000, il va peut-être se retrouver avec 160, 180 000. Peut-être même 150 000. Puisqu'il ne vous dit même pas. On ne vous fait même pas des schémas. Or, il faut que dans les débats publics, le ministre des Finances nous fasse un schéma qui donne un peu aux Congolais en disant si vous gagnez 200 000, si vous gagnez 100 000, si vous gagnez 300 000, on peut dire jusqu'à 200 000, 250 000, vous êtes exonéré, sauf si vous vivez seul. On prendra par exemple 1% ou 10%, mais à partir de quelle forme de famille, on prendra combien? Mais ça, il ne le dit pas. Et ajouter à cela l'inflation galopante, l'inflation pour laquelle l'État ne vous dit pas comment l'État fait pour lutter contre l'inflation. Ça laisse aller l'inflation. Parce qu'il fait preuve de médiocrité et d'incompétence. Colline Makosso dit depuis que l'inflation est galopante au Congo, donnez-moi les mesures correctives apportées par Colline Makosso pour contenir l'inflation et faire de sorte que les prix ne s'envolent pas et que les salaires des Congolais, hier,
avec ses 100 000, ses 150 000, il pouvait tenir les 2 bouts du mois. Aujourd'hui, avec la flambée des prix, eh ben, au bout de 2 semaines, c'est fini. Il a grillé tout son salaire sans être dans l'exagération, sans faire n'importe quoi. Mais les prix sont tels que son salaire ne suffit plus. Alors, quelles sont les mesures correctives apportées par l'État pour aider ces familles-là qui sont en difficulté? Zéro. Tout ce qu'il trouve comme sujet, c'est que pour améliorer les comptes de l'État et juguler l'endettement, on va taxer de 17% les familles, les salariés. Mais dites-moi, il n'y a pas une autre solution? Posez la question à M. Christian Yoka. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution pour régler le problème de l'endettement et du financement du train de vie de l'État, même si c'est à 3%? Je vous dis une chose. Lorsque l'État se retrouve en difficulté, en fait, M. Yoka a choisi la solution la plus simple et la plus lâche pour un ministre des Finances. Il a choisi de taxer le salaire. Or, il y a plusieurs choix possibles, parmi lesquels taxer les salaires, comme il vient de le faire, oui, mais taxer les entreprises, taxer les plus riches. Et il y a surtout ce que tout gouvernement rêve, financer l'État, réduire la dette par la croissance. C'est-à-dire qu'on met en place des politiques publiques qui vont permettre une création d'emplois en attirant de plus en plus l'investissement étranger. Donc, les hommes d'affaires vont venir parce que le marché des affaires au Congo est très attractif. On va donc avoir beaucoup d'investissements étrangers et c'est ça qui va permettre d'avoir une croissance à 2 chiffres, j'exagère, mais rêvons ensemble, une croissance à 2 chiffres et donc les bénéfices de la croissance, ça va permettre donc de payer une partie de la dette, mais surtout de ne pas trop taxer les salariés congolais. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi aller chercher l'investissement étranger? Ne vous inquiétez pas. La Chine, les États-Unis, la France, la Russie, toutes ces puissances-là, tous ces prédateurs qui sont autour de nous, courent après l'investissement étranger. Mais je vous parle de Donald Trump. Regardez ce que Donald Trump fait. Il met les taxes à 50%, à 100%, mais pour pousser les gens à investir chez lui, il le dit, il ne s'en cache même pas. Il dit dans ce cas, je réduis vos taxes ou je les annule, mais vous investissez 500 milliards aux États-Unis. Les États-Unis importent les puces de Taïwan. Est-ce que Taïwan ne peut pas construire l'usine des puces aux États-Unis? Les États-Unis importent les voitures allemandes ou chinoises. Eh bien, il faut que ces voitures-là soient conçues. Mais parce que Donald Trump veut attirer cet investissement étranger pour créer de l'emploi chez lui. Donc, au lieu de taxer les salariés, eh bien, c'est la croissance et les charges sociales des entreprises qui vont permettre au Trésor américain d'avoir de monnaie. Pourquoi M. Yoka, avec Christelle qui passe son temps à signer des accords partout dans le monde, mais pourquoi les investisseurs ne viennent pas pour améliorer le climat des affaires, produire de plus en plus au Congo, et donc les bénéfices de la croissance, c'est ça qui va équilibrer les données macroéconomiques du Congo et non pas continuer à ponctionner le peu d'argent que les Congolais ont déjà. Et puis là où c'est malhonnête, M. Christian Yoka, qui vient d'arriver au gouvernement, peut-être qu'il ne sait pas, Sassou n'a jamais déclaré ses revenus. M. Yoka, si vous me suivez, maintenant vous le savez, Denis Sassou Nguesso et ses enfants, qui sont des élus de la République, n'ont jamais déclaré leur richesse, alors que la loi dit on ne peut pas être élu si on n'a pas déclaré ses richesses. Donc, M. Oboa, Serge Oboa, le premier Koulouna, c'est Sassou, les autres Koulouna, ses acolytes, ce sont ses enfants. Donc, demandez à Sassou de nous dire quel est son taux d'imposition et quels sont ses revenus. Donc, voilà un pays où on va taxer les salariés, mais où le président de la République, ses enfants, ses amis, ses proches, tous ne font pas leur déclaration de revenus. Mais par contre, quand c'est le peuple, c'est un problème. Je vous dis encore, c'est ce que condamne notre auteur, Étienne de la Boétie. C'est ce qu'il condamne. La servitude volontaire. C'est parce que vous acceptez. Or, vous devez refuser cette façon de faire. Vous devez rejeter cette façon de faire.
on est en train de vous taxer. Et sachez-le, en 2026, tous les salaires de salariés plongent avec ce que Christian Yoka est en train de vous proposer. Monsieur Yoka se défend en disant c'est une décision de la CEMAC. Mais oui. Et alors, si c'est une décision de la CEMAC? Mais la CEMAC, comme à l'Union européenne, comme souvent dans ce genre d'organisation, les décisions sont prises à l'unanimité. Si M. Yoka vient vous parler de ça, ça veut dire que Denis Sassou Nguesso a signé. Et qui lui a dit de signer avant de venir débattre avec les Congolais? Sassou Nguesso n'a pas la légitimité suffisante, soit-il président de la République, même dans une vraie démocratie, pour ce genre d'accord, le président n'a pas la légitimité suffisante pour signer au nom du pays. Vous savez ce qu'on fait? On fait valider par le Parlement ou par référendum par tout le peuple. Mais d'abord, on crée un débat public. Et à l'issue du débat, le gouvernement aura suffisamment de billes pour savoir un tel accord qui va donc impacter les revenus de ma population, ça risque de les appauvrir. Eh bien, il faut qu'on en débatte au Parlement et qu'on se mette d'accord. Est-ce que c'est au Parlement qu'on fait valider ou on le fait valider par référendum? Or, tout ça, on met dans la poubelle et on vient dire aux Congolais, vous serez taxés et vous allez en souffrir. Et ça, il ne faut pas l'accepter. C'est pour cela que au CRC, nous avons un langage très pédagogique, nous permettant aux Congolais de réfléchir par eux-mêmes, de ne pas croire les gens juste parce que c'est le président de la République, juste parce que c'est le Premier ministre, juste parce que c'est un ministre du gouvernement. Non, c'est faux. Vous avez une pensée pensante bien pensée aussi. Et quand je vois les émissions où on nous met des docteurs, eh ben, il faut qu'ils vous disent quelles sont ces références. Les arguments qu'il apporte, ils les tiennent d'où? Ce que je viens de vous expliquer, allez voir. Allez demander à la Fed, allez demander à la Banque de France. Et aujourd'hui, quand vous écoutez les pays qui ont créé la monnaie et le capital, ils vous disent tous, ils ont peur de plus taxer les populations, ils veulent plutôt financer la dette, les services de la dette et comment on appelle ça, le train de vie de l'État par la croissance. C'est-à-dire, là, on montre que le gouvernement travaille. Mais essayez d'équilibrer les données macroéconomiques de votre État que par la taxation, la fiscalité des personnes, c'est une mesure lâche, surtout dans un pays où on se dit le peuple ne va pas se révolter. Souvenez-vous, en Amérique du Sud, il y a des pays qui sont tombés parce qu'on a ajouté l'équivalent de peut-être 100 francs sur le ticket de bus que les populations vont payer. Je ne sais plus si c'est la Bolivie ou c'est le Chili où le gouvernement est tombé parce qu'ils ont ajouté 100 francs, l'équivalent de 100 francs CFA, sur le ticket de bus. Souvenez-vous des émeutes au Kenya. C'est la loi fiscale qui a créé des émeutes au Kenya depuis 5 ans. C'est la loi fiscale qui crée des émeutes. Souvenez-vous des gilets jaunes en France. Il a suffi de 10 centimes sur le litre du gasoil. Le pays a été dans tous ses états pendant près de 3 ans où tous les samedis, les gens sont sortis dans la rue. Donc, on ne joue pas avec les revenus des populations qui souffrent et que les entreprises s'en mettent plein les poches. Et surtout qu'au Congo, les entreprises appartiennent à qui? Aux gens du pouvoir. Donc, au lieu de taxer les entreprises, pourquoi on n'irait pas taxer Total? Il y a Total au Congo. À combien Total est taxé? À combien les entreprises pétrolières sont taxées? Les autres, dans le bois, dans les services, dans les biens. Combien les Sénégalais qui vendent les choses au Congo, l'Ouest africain et les Libanais, à combien ces entreprises-là sont taxées? Combien ça rapporte à la comptabilité publique? Et ça, il faut, comment on appelle ça? Une clarté, la clarté la plus totale sur ces sujets-là. Mais venir comme ça faire les poches aux Congolais, parce que ça, c'est piquer du pognon du peuple qui souffre déjà, qui n'en a pas assez. Souvenez-vous, l'année dernière, il n'y a que 10% d'enfants congolais qui se sont présentés le premier jour de la rentrée scolaire. Le 1er octobre 2024, combien d'élèves se sont présentés à l'école? 10% seulement. Pourquoi? Parce que les parents n'avaient pas d'argent pour préparer la rentrée scolaire. Les commerçants eux-mêmes ont confirmé qu'ils n'ont jamais vu très peu de parents venir faire les achats en lien avec la rentrée scolaire, avec la scolarité de leurs enfants. Et c'est à ces parents-là qu'on va encore faire les poches pour piquer le peu qui leur reste, alors que le gouvernement fait preuve de médiocrité. Le gouvernement ne trouve pas de solution
à la crise, alors que nous sommes dans un environnement international favorable à la sécurisation de nos comptes publics. Aujourd'hui, les grandes puissances, les grands prédateurs se font la guerre entre eux, États-Unis, Chine, Russie, France et autres, mais c'est cette compétition entre les grandes puissances sur le plan de la géopolitique. Si vous comprenez bien la géopolitique, mais c'est très propice aux pays africains d'étirer leur épingle du jeu. La preuve, le Niger, le Burkina, le Mali ont quitté, comment on appelle, la CEDEAO et ont chassé les bases françaises. Mais à l'époque, il y aurait un coup d'État mené par la France. Et là, rien. Pourquoi rien? Mais parce que la géopolitique mondiale aujourd'hui n'est pas vraiment favorable au coup d'État comme on l'a connu au Congo, comme on l'a connu dans les autres pays africains. La France ne peut plus jouer ce rôle-là. La France-Afrique, ce n'est plus à ce niveau que ça peut s'exprimer. Alors, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de prendre possession de nos richesses et d'essayer vraiment d'amener notre pays résolument, véritablement vers l'émergence? Normalement, rien. Sauf la mauvaise volonté, la haine de Sassou et de sa famille envers le peuple congolais, dont l'objectif, c'est piller les richesses du Congo et maintenant, c'est piller les salaires des Congolais. Parce que moi, je ne vois pas qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la transformation de l'IRPP en 4 impôts différents, surtout que déjà l'IRPP, on n'a jamais fait de la pédagogie là-dessus. Voilà, mes chers téléspectateurs de R7, ce que je souhaitais échanger avec vous dans la chronique de ce jour. Le CRC vous invite à réfléchir toujours par rapport à cette révolution du fleuve qui devrait remettre les choses à plat, les choses à zéro et repartir vers des lendemains meilleurs. Sachez-le, l'après Sassou, il faut juste prier que nous ayons des responsables politiques, des élus qui aiment vraiment leur pays et qui aiment les populations. Nous avons tout ce qu'il faut, toutes les richesses qu'il faut pour être un pays véritablement émergent. Lorsque on parlait au Congo de la petite Suisse, c'est vraiment une réalité. C'est quelque chose qui peut se réaliser, mais à condition d'avoir des leaders qui respectent le peuple, qui aiment leur pays, qui protègent l'intérêt national, qui protègent la sécurité nationale, qui protègent la souveraineté nationale. Nous pouvons y arriver. Donc la révolution du fleuve à laquelle le CRC vous invite, c'est une réalité. Et c'est le chemin qui va nous permettre d'aller de l'avant. Regardez tous ces milliards qu'on est en train de gaspiller. Je vous ai parlé de Bouya. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais cru. Mais quand j'ai vu comment le député à l'Assemblée lui a posé la question, mais c'est incroyable. Comment on peut laisser passer une chose pareille? Comment? Regardez les détournements au trésor public. Il faut se poser la question à un moment donné, comment sécuriser les comptes de l'État pour que n'importe qui ne puisse pas mettre la main dessus, y compris le président de la République. Demain, nous, ce que nous demandons, c'est cela, peu importe la personne qui arrivera au pouvoir, mais que l'argent de l'État soit pour l'État congolais. Et qu'après 2 mandats, la personne va se reposer, celui qui viendra, il continue. Et celui qui joue avec l'argent public, eh bien, on le met en prison. Il ne s'agit pas seulement d'aller taper sur les bébés noirs, mais il faut taper sur tous les koulounas à col blanc, tous les koulounas des finances publiques. Parce que ce sont eux qui jettent des millions de gens, sans sous-estimer la violence des koulounas. Mais un koulouna va agresser 1 ou 2 personnes, mais les conséquences des comportements de Sassou, de Christelle, de Bouya et des Collinais, c'est des milliers, des millions de personnes qui en sont victimes. Je vous ai déjà dit, les motos qu'on brûle, mais vous allez voir l'apparition des maladies respiratoires. Les poubelles dans les rues de Brazzaville, les gens n'en peuvent plus. Mais vous voyez bien ce qu'on appelle dans notre jargon en sciences politiques les maladies des villes sales. La fièvre typhoïde, les pathologies autour de la diarrhée, ainsi de suite. C'est des pathologies des villes sales. Si vous entendez que ces choses-là sont présentes aux États-Unis, sachez que la ville où c'est présent, allez voir, la ville est sale. Ça, on n'a pas besoin d'habiter au Congo ou pas. Et c'est voilà encore une erreur que certains commettent. Ah oui, mais les gens là qui parlent, qui n'habitent pas au Congo, qu'est-ce qu'ils connaissent des réalités du Congo? Mais on n'a pas besoin d'être au Congo. Le FMI n'est pas au Congo. L'OMS qui donne des statistiques aux Africains n'habite pas en Afrique. Et nous connaissons la réalité des États-Unis alors que nous ne sommes pas aux États-Unis. Nous connaissons la réalité du Japon alors que nous ne sommes pas au Japon. Aujourd'hui, Internet est une bibliothèque universelle. On peut se renseigner, on peut suivre les informations en temps réel.
Donc, voilà ce que je voulais échanger avec vous. J'espère que vous serez nombreux à liker, à commenter comme d'habitude. Abonnez-vous pour ne pas rater les publications de R7. Et puis, je vous souhaite de passer des bons moments et de réfléchir, franchement, de penser par vous-même, parce que vous êtes aussi doté d'une pensée pensante, bien pensée. Je vous dis à bientôt pour nos prochaines chroniques.